Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce 7e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, c'est le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Et aujourd'hui, OTAN, la relation transatlantique à l'épreuve de l'histoire. Le 4 avril dernier, sans tambour ni trompette, l'OTAN a fêté ses 75 ans, à un moment où l'Alliance Atlantique fait face à une situation exceptionnelle. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 22 février 2022, pour la première fois de son histoire, l'OTAN est confrontée à une guerre longue et de haute intensité à sa frontière. Cette situation sans précédent intervient à un moment où les États-Unis, premiers contributeurs de l'Alliance, menacent de s'éloigner du continent européen, une inquiétude renforcée par l'éventuel retour de Donald Trump à la tête du pays. Alors, les nouveaux plans opérationnels que l'OTAN est en train de mettre en place seront-ils crédibles face à la menace russe ? Quel est le poids des Européens au sein de l'Alliance Atlantique ? 23 des 27 pays de l'UE sont désormais membres de l'organisation transatlantique depuis l'adhésion récente de la Suède et de la Finlande. Quels sont les enjeux du prochain sommet de Washington qui va se tenir dans quelques jours? Et puis, interrogation existentielle, l'OTAN survivrait-elle à un départ des Américains? Voilà quelques-unes des questions auxquelles vont tenter de répondre nos invités. Je vous les présente. Bonjour Muriel Doménac. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. Alors, pour être précis, vous êtes la représentante permanente de la France au Conseil de l'Atlantique Nord. L'ai-je bien dit? Absolument. C'est un titre un peu à rallonge. Et tout près de vous, Madame l'ambassadrice, dans un bureau voisin du vôtre, prend place le représentant militaire de la France auprès de l'OTAN et de l'Union européenne. Bonjour, Amiral Schrick. Bonjour. Vous étiez, il y a quelques mois encore, ce représentant militaire de la France auprès de l'OTAN et de l'UE. Et à Bruxelles, où siège l'OTAN, nous rejoignons Camille Grand. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas installé, Camille Grand, dans un bureau de l'OTAN, même si vous en connaissez toutes les arcanes, puisque vous avez été le secrétaire général adjoint de l'Alliance Atlantique de 2016 à 2022. Et vous êtes aujourd'hui le directeur Initiative Défense et Sécurité de l'ECFR. ECFR, ça veut dire en anglais European Council on Foreign Relations. Je voulais donner la traduction en français et puis surtout de nous dire en quelques mots ce que c'est que l'ECFR. Alors, c'est le Conseil européen pour les relations internationales, qui est un think tank européen qui est présent dans 7 capitales européennes et qui travaille sur tous les grands enjeux de politique étrangère. Merci pour ces précisions. Alors, je l'ai dit en introduction, l'OTAN a 75 ans, un bel âge pour une organisation internationale. Alors, sans refaire toute l'histoire, Muriel Doménac, en quelques mots, pourquoi et comment est née l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Le débarquement dont on vient de commémorer le 80e anniversaire est d'une certaine manière à l'origine de la constitution de la famille atlantique. C'est avec la libération de l'Europe occidentale, avec à la tête des armées alliées le général Eisenhower, que naît l'idée d'une alliance transatlantique. Après le débarquement et la libération de l'Europe occidentale par les alliés américains, britanniques, canadiens, se conforte une nouvelle idée du plus jamais la guerre en Europe et plus jamais l'occupation. Et la France et le Royaume-Uni nouent une alliance par le traité de Dunkerque, puis se constitue l'Union de l'Europe occidentale, l'UEO, avec une clause de défense mutuelle en 1948, puis l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à Washington, qui acte la présence américaine en Europe, la garantie de sécurité américaine. Le général Eisenhower, d'ailleurs, devient le premier SACEUR. Le SACEUR, c'est le commandant suprême des forces alliées en Europe, avec donc une chaîne militaire de l'OTAN qui est constituée autour de la chaîne américaine en Europe. On aura l'occasion d'y revenir, mais formée d'un état-major avec des officiers des alliés et un organe politique, le Conseil de l'Atlantique Nord, qui est celui auquel je siège comme représentante de la France auprès de l'OTAN aujourd'hui. Il faut bien comprendre que l'OTAN est une organisation politique et militaire. Voilà, qu'il y a les deux aspects. Alors, la constitution de l'OTAN, c'est un traité assez court, il y a 14 articles, avec peut-être un article un peu plus important que les autres, c'est l'article 5. Alors, je vous laisse nous expliquer son importance. Je l'ai là, sous les yeux, mais vous devez le connaître par cœur.
L'article 5, évidemment, c'est la clé de voûte de l'OTAN. C'est la garantie de défense mutuelle. C'est ce qu'on appelle la clause des mousquetaires, hein, qui prévoit que, en cas d'attaque armée depuis l'extérieur, les membres se prêtent assistance, y compris par la force armée. C'est l'article 5 qui a attiré les États d'Europe centrale et orientale à une période évidemment plus récente, hein, on fait un bond dans le temps. C'est cette clause de défense mutuelle et la garantie de sécurité américaine qu'ils ont recherchée, ainsi que la garantie de sécurité des Européens dans un cadre transatlantique, mais qui est aussi un cadre européen. Camille Grand, en 75 ans, l'OTAN a connu des périodes de tension plus ou moins vives, mais aussi de quiétude. Alors j'en ai délimité 3, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ma délimitation. Alors la première période, c'est la période de la guerre froide avec l'URSS, de 1949 jusqu'à environ 1989 ou 1991, ça dépend si on prend comme point de repère la chute du mur de Berlin ou l'éclatement de l'URSS. Une deuxième période, je l'ai baptisée la période des dividendes de la paix, de 1992 à 2008 ou 2014. Là encore, ça dépend si on prend l'invasion de la Géorgie par la Russie en 2008 ou l'occupation de la Crimée en 2014 avec la guerre larvée dans le Donbass. Et puis de 2008-2014 jusqu'à aujourd'hui, une période de retour de la tension avec la guerre que la Russie, puissance nucléaire, mène contre l'Ukraine. Vous êtes d'accord à peu près avec mes 3 billes de l'Alliance ? Oui, hein, c'est assez juste de caractériser la période de l'après-guerre froide et puis la période, on va dire depuis 2014, où le retour d'un risque de guerre en Europe, de la guerre en Ukraine, amène l'OTAN progressivement à se recentrer sur la mission de défense collective. Ce qui est intéressant dans la période de l'après-guerre froide, c'est que c'est aussi une période d'intervention extérieure très nombreuse, où l'OTAN est allée hors zone, comme on disait, c'est-à-dire qu'elle est sortie de sa fonction de défense du continent européen pour participer à des missions dites de gestion de crise, d'abord dans les Balkans, puis en Afghanistan et en Libye, par exemple. Donc il y a toute cette période qui va du milieu des années 90 à la fin des années 2010, est vraiment dominée par cet agenda des interventions extérieures à l'Europe. Et le retour aux fondamentaux, c'est vraiment 2022 qui l'amène, avec l'agression massive de la Russie contre l'Ukraine, et qui là recentre fondamentalement l'OTAN sur cette mission de défense collective. Et ça coïncide également avec presque, pas tout à fait jour pour jour, mais une année auparavant, avec le retrait d'Afghanistan, qui met fin à cette longue séquence d'intervention extérieure qui a été l'histoire de l'OTAN dans les années 90, 2000 et 2010. C'est la période la plus intense, la plus complexe, cette période que nous vivons en ce moment, qu'a connue l'OTAN. La période de la guerre froide était finalement peut-être plus simple à gérer. Évidemment, il ne faut pas romanticiser la guerre froide. Il y a eu des crises, et des crises, y compris des crises nucléaires très importantes, la crise de Berlin, la crise de Cuba. Donc, il y avait des moments de grande tension pendant la guerre froide. Mais c'est vrai que à partir des années 80, on rentre dans 70 et 80, on rentre dans une période plutôt marquée par de la détente, par une relation apaisée avec le bloc soviétique. Certes, une forme de concurrence qui demeure jusqu'à Gorbatchev, mais qui est une période moins tendue que les 15-20 premières années de la guerre froide. Donc, la période actuelle est effectivement plus complexe, plus tendue, parce que on est avec un Vladimir Poutine qui a choisi de mettre en cause l'ordre européen de l'après-guerre froide, mais d'une certaine manière même l'ordre européen tel qu'il s'était constitué à partir des années 70, c'est-à-dire l'idée d'une gestion plus ou moins coopérative du système européen. Donc on est dans un moment de très compliqué, et ce qui explique d'ailleurs le fait que il y a une forme d'attractivité de l'OTAN, et on le voit avec les adhésions récentes de la Finlande et de la Suède, deux pays à forte tradition de neutralité, plus de 200 ans pour la Suède, qui, dans le contexte actuel, choisissent de rejoindre l'Alliance Atlantique. Alors justement, Muriel Lebenac, en 75 ans, l'OTAN a exercé un véritable pouvoir de séduction et d'attraction, puisque le nombre de pays membres est passé de 12 en 1949 à 32 aujourd'hui. C'est quand même considérable. Les deux derniers, Camille Grand l'expliquait, c'était bien sûr la Finlande et la Suède.
ce qui contredit un petit peu le narratif de la Russie, qui explique à qui veut l'entendre le côté un peu machiavélique de l'Alliance Atlantique, qui n'aurait de cesse de vouloir encercler la Fédération de Russie. Or, Muriel de Ménac, personne n'a obligé ces pays à rejoindre l'OTAN. Au contraire, dès qu'ils ont pu, ils ont toqué à la porte pour rejoindre l'organisation. Oui, tout à fait. Personne n'est allé insister auprès des pays d'Europe centrale et orientale, ni d'ailleurs auprès de la Suède et de la Finlande pour qu'ils rejoignent l'OTAN. Les archives de la fin des années 90 montrent au contraire une grande prudence de la part des alliés des deux côtés de l'Atlantique qui, dans un même mouvement où il se montre ouvert aux attentes des pays d'Europe centrale et orientale de rejoindre l'OTAN, forme un conseil OTAN-Russie avec toute une série de groupes de travail, de coopération, de dialogue. Moi-même, lors de ma précédente affectation à l'OTAN dans les années 2000, je me souviens d'avoir assisté au cœur de l'Armée rouge qui chantait au siège de l'OTAN en 2007. Donc, si vous voulez, il y avait ce double mouvement à la fois d'attirance des pays d'Europe centrale et orientale pour l'OTAN et d'un cadre de dialogue et de coopération avec la Russie. Donc ça s'est absolument pas fait, si vous voulez, ni dans une volonté d'imposer cette adhésion aux pays concernés, bien au contraire, ni même dans la confrontation avec la Russie. Est-ce que ça correspondait à la vision géopolitique de la Russie? Sans doute pas, mais en tout cas, ça ne l'empêchait pas de participer à ce cadre de dialogue et de coopération qui, du reste, a perduré jusqu'à janvier 2022. Oui, c'est-à-dire qu'on a du mal à l'imaginer. Pour illustrer un peu vos propos, il y avait jusqu'en janvier 2022, c'est-à-dire hier, une délégation de la Russie à l'OTAN. Il y avait même un bâtiment propre à la Russie à côté du bâtiment de l'OTAN. Voilà, ça a duré une petite vingtaine d'années à peu près, c'est ça, voire un peu plus. On appelle à l'imaginer aujourd'hui. Mais il y a eu un dialogue important, profond, complexe à l'évidence. Et une coopération en Afghanistan, par exemple. Oui, entre la Russie et l'OTAN. Absolument. Et d'ailleurs, il y avait une forme de socialisation. Enfin, d'abord, pour ceux d'entre nous qui sommes membres permanents du Conseil de sécurité, qui avons des responsabilités en matière de non-prolifération, etc. Évidemment, on a gardé une relation de travail et même dans certains cas de coopération avec la Russie, mais également dans le contexte du Conseil OTAN-Russie, nous avions non seulement un dialogue, mais aussi une coopération. Il y avait pour la Russie un certain intérêt en termes de statut à coopérer avec l'OTAN. Paradoxalement, la Russie a toujours, je dirais, surestimé d'une certaine manière le rôle politique de l'OTAN. Elle en fait vraiment une sommité. Et en même temps, ça lui permettait, dans le cadre du dialogue également, et des mesures de sécurité collective aussi à l'OSCE, une certaine des mesures de confiance, de transparence, etc. Donc, c'est très tardivement que la Russie a vraiment fait le choix de la rupture, et je me souviendrai très longtemps de ce dernier Conseil OTAN-Russie le 13 janvier 2022. C'est-à-dire une semaine à peu près avant l'invasion de un mois et oui, une un mois, semaine, pardon. lors duquel les représentants russes, c'était très frappant, qui étaient des gens qu'on avait déjà connus dans le cadre du Conseil OTAN-Russie à de nombreuses reprises. Donc on se connaissait, et en fait, on voyait qu'ils faisaient durer la réunion et qu'ils ne savaient pas, en fait, quelles étaient leurs instructions. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez en tant que professionnel, en tant que diplomate, quand votre interlocuteur, en fait, ne sait pas ce que sont ses instructions. Il reste muet. Est-ce que les instructions... Non, il parlait au contraire pour meubler, mais il ne savait pas si leurs instructions de sortie de réunion, c'était... on reste ou on part. Voilà, c'est terminé, on veut plus vous parler, on va attaquer. Et en fait, mon sentiment était qu'eux-mêmes ne le savaient pas, et donc on s'est quitté sur cette espèce, l'amiral Schrick s'en souvient, d'impression un moment d'histoire. Un moment d'histoire. Camille Grand, néanmoins, donc il y a eu une coopération intense, et Muriel de Ménac vient de nous l'expliquer, entre l'OTAN et la Russie, mais on n'a jamais imaginé, au sein de l'OTAN, en tout cas vous allez me le dire, une possible adhésion de la Russie à l'OTAN. Alors, ça a été un
petit débat, mais plutôt de think tank à la fin des années 2000, au début des années 2010, où les Russes, y compris des Russes proches de Poutine, s'interrogeaient sur l'idée que pourrait prendre la forme d'une adhésion russe à l'OTAN. Ça n'a jamais été pris très au sérieux ni par les Russes ni par l'OTAN, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de demande formelle quelconque, et à l'OTAN, il y aurait probablement eu pas mal d'alliés qui auraient été assez réservés sur cette perspective. Et on voyait bien dans ce débat d'ailleurs que les Russes ne cherchaient pas tant à rejoindre l'OTAN qu'à s'insérer dans le processus de décision et donc demandait en quelque sorte un statut exorbitant du droit commun qui n'était pas compatible avec les principes de l'OTAN. Mais la simple existence de ce débat montre à quel point la manière dont les Russes racontent les relations entre la Russie et l'OTAN dans l'après-guerre froide est déconnectée de la réalité. Comme Muriel Domenach le rappelait à l'instant, on a eu des relations qui étaient extrêmement étroites et la Russie avait parmi les partenaires de l'OTAN un statut tout à fait privilégié de la fin des années 90 à 2014. Après, les choses se sont progressivement détériorées jusqu'à la rupture nette de 2022, mais il y a vraiment eu un long moment de coopération assez étroite, mais qui ne serait sans doute jamais allé jusqu'à une adhésion qui n'était ni vraiment souhaitée par la Russie, ni vraiment souhaitée par les alliés. Amiral Henri Schrick, pour les militaires, vous êtes le représentant de la partie militaire de l'OTAN ici autour de cette table. Ce passage d'une période de calme relatif à une période de haute tension que l'on connaît aujourd'hui s'est traduite par une petite révision, peut-être même une révolution des plans opérationnels. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Voilà, on est dans une période de calme relatif et soudain, on est dans la période de haute tension. Ce que ça change pour les militaires au niveau des plans opérationnels, car on sait bien que les militaires, ils aiment beaucoup planifier. Les militaires aiment beaucoup planifier, mais les militaires savent toujours s'adapter, ce qui est quand même important, me semble-t-il. Et en fait, je me permets de revenir sur les phases évoquées par Muriel Domenach et Camille Grand, et toute la période, on va dire, de début des années 2000 jusqu'en 2021, avec une période que je trouve particulièrement intéressante, qui est la période 2014-2021, qui est cette période de transition. Période 2014-2021 pendant laquelle on est encore collectivement à réfléchir à l'approche globale, comment faire plus en coopération civilo-militaire sur l'état d'opération. On continue à penser à ce que doit être une force expéditionnaire éventuellement de l'OTAN, comment on coopère, etc. Et dans le même temps, simultanément, on réfléchit à... alors d'abord, il y a un engagement politique de renforcement des budgets de défense et de plus grand investissement dans les capacités de défense. Donc là, on est en 2014. On réfléchit également à ce que doit être la défense collective, c'est-à-dire qu'il y a un réveil collectif sur la mise à jour de ces plans d'opération, de ces plans de défense de l'Europe continentale et au-delà Est-ce que ça veut dire qu'on s'était un petit peu endormi ? Ça veut dire que il y avait des travaux de planification, mais la priorité collective était ailleurs, était à la capacité expéditionnaire, au dialogue, à la mise en œuvre d'une politique de partenariat. Et là, on bascule, et en particulier pour les militaires à partir de 2018, sur une réflexion en profondeur, amenant à la révision des plans d'opération à la demande du niveau politique, puisque c'est bien le Conseil de l'Atlantique Nord qui donne l'ordre, si vous voulez, en cascade à la chaîne militaire de Ce sont les politiques qui donnent l'ordre militaire. C'est exactement, et c'est comme ça que l'OTAN fonctionne, et c'est très bien, et c'est vraiment important. Et je pense que c'est l'occasion d'ailleurs de le rappeler aujourd'hui. Voilà, cette articulation entre le politique et le militaire, pour quelqu'un qui n'est pas dans ce monde otanien, ou qui ne suit pas l'actualité, la relation internationale, qui ne travaille pas dans un think tank, c'est difficile à comprendre, à percevoir. Effectivement, et c'est ce que j'aime bien dans cette organisation, c'est-à-dire que la structure militaire qui est importante peut suggérer, peut proposer, peut conduire des travaux. Mais ce qui est important, c'est en particulier quand on parle de plans de défense, et ces plans de défense, c'est ce que je vais qualifier d'assurance vie dans l'esprit d'un certain nombre de pays membres de l'Alliance. Notamment les pays d'Europe centrale et orientale. Pays d'Europe centrale et orientale, les pays baltes, voilà, on peut qualifier ça d'assurance vie, et ça a un impact, y compris à mon avis, en politique intérieure chez eux, beaucoup plus importante qu'on ne peut l'imaginer, nous, Français, depuis Paris. Alors, une adaptation illustrée par les manœuvres Steadfast Defender 2024, qui ont mobilisé pendant plus d'un mois, presque 2 mois,
90 000 hommes, c'est considérable. 90 000 hommes venus des 32 pays de l'OTAN. Alors, quels étaient les objectifs de ces manœuvres, qui sont les plus grandes entreprises par l'OTAN depuis environ une quarantaine d'années? Je vous propose de ne pas vous arrêter aux chiffres. D'accord. Parce que sinon, on ne va regarder que l'exercice avec des troupes, voilà. etc. Combien d'hommes, combien de chars, combien d'avions, combien de porte-avions. Et en fait, il y a des choses qui me semblent encore plus importantes que ça et qui impliquent, à juste titre, à la fois politique et militaire, chacun des gouvernements. Quelles sont ces choses? Ces choses sont, dans le désordre presque, quelle est la crédibilité des plans d'opération? C'est-à-dire, à quel point sommes-nous capables de coordonner les mouvements? À quel point sommes-nous réellement interopérables? À quel point nous comprenons-nous les uns les autres? Ensuite, sommes-nous capables de bouger des éléments à travers l'Europe, à travers l'Atlantique éventuellement pour renforcer le dispositif européen? Donc là, on aborde des questions de mobilité militaire. Et enfin, comment fonctionne le processus décisionnel, tant au sein de l'OTAN qu'entre le siège de l'OTAN et les capitales? Et là, il s'agit d'un vrai défi, puisqu'on a quand même 32 cultures différentes, 32 vies politiques différentes dans chacun des pays. Et donc, le fonctionnement du processus décisionnel, tant au sein de l'OTAN, entre politique et militaire et dans la structure de commandement militaire, mais également entre le siège de l'OTAN et les capitales, est pour moi presque plus important, si j'ose dire, que l'exercice avec troupes. Et pour en terminer avec l'exercice avec troupes, il ne s'agit pas juste de déplacer des troupes et au signal top départ, merci de jouer, etc. Il s'agit bien de tester l'ensemble de la chaîne, en quelque sorte, de mobilité de ces forces, moyens terrestres, maritimes et aériens, depuis leur port-base, depuis leur point de stationnement, jusqu'à leur zone de déploiement, et s'assurer que ça se fait de façon coordonnée. C'est un défi considérable. C'est presque un peu l'équivalent du grand débarquement de 1944. Enfin, alors oui, mais un peu moins, mais enfin c'était un peu la même idée, envoyer des renforts en quantité, etc. Je vais même vous dire que c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'on ne le fait pas à 3, 4 ou 4 nations, mais on le fait à 32 nations, d'une part, et on le fait sur des territoires sur lesquels vous avez un gouvernement en place, avec des forces qui existent déjà. Et donc ce défi de l'interopérabilité et de la mobilité que j'évoquais, ainsi que celui du processus décisionnel, ce sont bien les 3 points qui nécessitent énormément de coordination entre pouvoir civil et chaîne de commandement militaire. Alors, à l'inverse de l'Union européenne, l'OTAN a quand même un avantage, c'est qu'à l'OTAN on parle anglais, tout le monde parle anglais, et donc tout le monde se comprend à peu près, alors qu'il y a 24 langues utilisées au sein de l'Union européenne, ce qui est un peu plus difficile. Alors, vous me dites non, tous les deux, Amiral Henri Spick et Muriel de Menac. En fait, il y a des langues opérationnelles. Ouais. Vous avez des langues de négociation et vous avez des langues opérationnelles. Dans la conduite des opérations, la question ne se pose pas. Il y a une langue qui est en fait une norme d'interopérabilité qui sera l'anglais. Mais chacun parle un petit peu sa langue néanmoins au sein de l'OTAN. Il y a 2 langues de travail à l'OTAN, l'anglais et le français. Donc tous les documents sont traduits en anglais et en français. On s'exprime toujours en français. La plupart de mes collègues d'ailleurs comprennent le français, et c'est important, même si on parle davantage l'anglais, de maintenir cette francophonie pour nous Français, mais aussi au-delà, parce que dans une organisation qui a parfois tendance, là je dis politiquement, je distinguerai comme l'amiral Schrick les discussions politiques. Vous êtes la politique de la table. Mais je prends son point militaire sur le fait qu'il faut être interopérable et que la langue d'interopérabilité, c'est l'anglais, et ceci depuis très longtemps. Et nos forces maritimes, aériennes, terrestres, à un certain niveau, avant même notre réintégration dans l'état-major militaire de l'OTAN, en 2009. Utilisé en 2009, utilisez bien les standards OTAN, y compris en anglais. Pour le niveau politique, c'est important de garder le bilinguisme et cette francophonie pour maintenir l'hypothèse que nous poussons, que nous défendons, que les choses peuvent être différentes de ce qui apparaît souvent évident. Et vous savez que les choses se conçoivent parfois différemment dans d'autres langues. Et donc, pouvoir, pour nous, parler français, moi je le défends et nos autorités le défendent, parce que ça permet souvent à des collègues de dire « Ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, je vois les choses différemment ». Donc ça peut être un élément de conviction pour nous.
Alors je sais pas si c'est important, mais la localisation géographique des deux pôles otaniens, c'est Bruxelles d'un côté pour la partie politique et Mons dans la partie wallonne et francophone de la Belgique. Alors je sais pas si c'est important, mais enfin on est dans un environnement francophone tant à Bruxelles qu'à Mons. Je sais pas si ça a une importance capitale, pas forcément. Non, ce qui est intéressant sur la localisation, c'est que les gens à Mons comme à Évert, où se trouve le quartier général de l'OTAN, gardent la mémoire institutionnelle de leur ancienne localisation en France. Donc, vous savez que le siège de l'OTAN a été brièvement Londres, puis ça a été Paris. Porte Dauphine. Absolument. Et dans les locaux de l'actuelle université Paris-Dauphine. Exactement. Où d'ailleurs, vous trouverez encore le logo, enfin la devise, du Conseil de l'Atlantique Nord. L'esprit s'anime est libre dans la consultation. Animus in consulendo liber. Et les gens gardent également la mémoire de Rocancourt, où se trouvait le SHAPE, donc dirigé par le commandant des forces alliées en Europe, dont on parlait tout à l'heure. Donc la mémoire que l'OTAN a été à Paris, elle est quelque part enfouie. Évidemment, le départ du QG et du SHAPE de France. Le SHAPE. Le SHAPE, c'est l'état-major opérationnel, donc la chaîne militaire. Et évidemment, cette mémoire du départ de France anime, disons, une relation qui reste spécifique de la part de beaucoup entre la France et l'OTAN, mais en même temps, ça signe aussi quand même cette intimité entre la France et l'OTAN. La France est non seulement membre fondateur, mais elle a accueilli l'OTAN et surtout, on aura l'occasion d'y revenir avec l'amiral Schrick et avec Camille Grand, la France est un membre indispensable de l'OTAN. Il n'y a pas de sens à cette alliance sans la France. On y reviendra, ce sera d'ailleurs la conclusion de cette émission. Vous écoutez Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICODE. Aujourd'hui, OTAN, la relation transatlantique à l'épreuve de l'histoire, avec Muriel Lemenac, ambassadrice de la France auprès de l'OTAN, l'amiral Henri Schrick, ex-représentant militaire de la France auprès de l'OTAN et de l'UE, et Camille Grand, ex-secrétaire général adjoint de l'OTAN. Camille Grand, je me retourne vers vous. L'OTAN est impliquée dans une guerre qui n'ose pas complètement dire son nom, en tout cas pour les membres de l'OTAN, de soutien à l'Ukraine face à la Russie, à l'invasion, à l'agression russe. Camille Grand, concrètement, que fait l'OTAN pour l'Ukraine, sachant qu'il n'existe pas une armée propre de l'Alliance Atlantique, que les forces de l'OTAN ne sont que la somme des armées de ses membres? Alors, je crois qu'il faut être le plus clair possible sur cette implication de l'OTAN dans le conflit en Ukraine. D'abord, pour rappeler que l'OTAN n'est pas en guerre avec la Russie et n'est pas engagée militairement en Ukraine de quelque manière que ce soit. La deuxième chose qui est importante, c'est que ce qu'a fait l'OTAN, en fait, se lie à travers trois éléments. Le premier, et ça c'est la chose, le cœur de métier, c'est la défense de l'Europe pour prévenir le risque d'une escalade qu'on pourrait dire horizontale, c'est-à-dire que le conflit déborde sur le territoire de l'OTAN. Il y a plusieurs voisins de l'Ukraine qui sont des pays de l'OTAN. La mer Noire est une mer qui est bordée par des États membres de l'OTAN, donc il y a vraiment un vrai sujet. Et là, c'est vraiment une mission de dissuasion et de défense qui a mobilisé les moyens militaires de l'Alliance. Il y a un deuxième élément qui a été une vraie prudence sur le fait de ne pas transformer cette guerre dans un conflit entre l'OTAN et la Russie, et donc de ne pas céder à une rhétorique escalatoire qui est souvent celle de Vladimir Poutine, et de ne pas donner prise finalement à ce narratif poutinien qui est que la guerre en Ukraine serait en réalité une guerre entre l'OTAN et la Russie, donc avec une posture finalement assez gardée là-dessus, et pendant longtemps une hésitation même à mettre sous le drapeau de l'OTAN l'assistance à l'Ukraine. L'assistance à l'Ukraine est venue très largement des États membres, de l'Union européenne qui s'est en réalité beaucoup plus impliquée, par exemple dans la formation des militaires ukrainiens, que ne l'a fait l'OTAN. C'est peut-être un petit peu en train de changer à l'occasion des préparatifs du sommet de Washington pour formaliser un petit peu ce rôle de l'OTAN, mais qui reste un rôle limité
encadré, qui n'est pas celui d'une partie au conflit. Et c'est vraiment les alliés qui chacun décident l'ampleur de leur soutien, leur engagement. Ça n'est pas une guerre dans laquelle l'OTAN est directement impliquée, même si évidemment le retour de la guerre en Europe est pour l'OTAN un sujet majeur qui l'a amené à, on l'expliquait à l'instant, revoir à la fois ses plans de défense, sa posture et ainsi de suite, mais dans une posture qui reste fondamentalement défensive. Amiral Henri Schrick, sur le terrain, je ne sais pas si c'est le bon mot, l'OTAN coordonne 8 forces multinationales prépositionnées dans 8 pays, allant de l'Estonie jusqu'à la Roumanie. C'est évidemment une démonstration de solidarité entre les Européens. D'ailleurs, la France est présente au debout de la chaîne, en Roumanie, au sud, et puis en Estonie, je crois, au nord, c'est ça ? Effectivement, la France est présente en Estonie dans le cadre de la mission, de l'opération que l'on appelle Lynx. Et ça depuis 2017, mais également en Roumanie depuis fin 2021 et réellement depuis février-mars de 2022. Et en Roumanie, dans le rôle dit de nation cadre, avec des renforts en particulier belges et luxembourgeois. Ça veut dire qu'elle commande. Ça veut dire qu'elle commande. C'est-à-dire qu'elle a la responsabilité de la coordination d'ensemble, du commandement de ces forces qui ont été jugées, et également de la coordination avec la nation hôte, c'est-à-dire la Roumanie. Alors, en Roumanie, pour qu'on ait un peu conscience de ce qui se passe, combien d'hommes à peu près? Alors, je sais pas qui peut répondre, plutôt vous, amiral, ou plutôt vous, madame l'ambassadrice, l'amiral. Près d'1 millier d'hommes actuellement. Et au total, on a plus de 2000 militaires français déployés avec des renforts en fonction des activités que l'on peut avoir. Ce qui n'est pas considérable si on considère les opérations que la France a menées en Afrique, dans le Sahel, pour lutter contre le terrorisme, où là, on était plutôt sur 10 000, 15 000 hommes. Alors non, pas 15 000. Non, 2000, c'est déjà quelque chose de considérable parce qu'il y a des moyens extrêmement lourds qui sont déployés. Il y a des capacités de renfort qui existent. Et ça ne compte pas nécessairement les moyens maritimes que l'on peut déployer de façon ponctuelle, les moyens aériens que l'on peut déployer également, et qui là rendent justement la France indispensable au dispositif global tel que l'évoquait Muriel de Menac il y a un instant. Alors justement, je me tourne de nouveau vers vous, Muriel de Menac. 32 pays membres de l'OTAN, et puis quelques autres qui patientent sur le seuil de la porte de l'organisation pour la rejoindre. Alors on peut les citer. Quels sont-ils ? L'Ukraine, là, je le gardais pour la fin. Alors il n'y a pas que l'Ukraine. Essentiellement l'Ukraine et la Géorgie. La question se pose également pour la Bosnie, mais la Géorgie traverse une période de régression démocratique qui donc l'éloigne de l'OTAN. La Bosnie-Herzégovine est elle-même soumise à des tensions internes que d'ailleurs la Russie cherche à instrumentaliser. Donc le sujet, c'est surtout l'Ukraine. Alors l'Ukraine, évidemment, ce sera un des sujets, pour ne pas dire le sujet le plus important, du prochain sommet de l'OTAN qui doit se tenir à Washington du 9 au 11 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu des changements un petit peu de date, mais ce sera entre le 9 et le 11 juillet, c'est bien ça. Alors, qui est pour, qui est contre l'adhésion de l'Ukraine? Est-ce qu'il y a une unanimité des 32 pays à l'égard de l'Ukraine? Alors, on est unanimement pour l'adhésion de l'Ukraine. On a réaffirmé au sommet de Vilnius en juillet dernier que l'Ukraine deviendra un membre de l'OTAN. C'était déjà un engagement qui avait été pris en 2008 au sommet de Bucarest. Mais un peu vague quand même. Alors, il était ambivalent cet engagement parce que on avait tracé cette perspective et dans ces termes, l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN, mais en même temps, on avait introduit une forme de verrou qui était l'étape d'attribuer à l'Ukraine ce qu'on appelle le plan d'accès à l'adhésion, qui est une espèce d'objectif intermédiaire, et ça constituait donc un verrou à la demande, il faut le dire, de la France et l'Allemagne, qui considéraient que accélérer l'adhésion de l'Ukraine risquait de durcir les choses côté russe. Bon, alors c'était à la fois trop et trop peu, comme le président Macron l'a dit. Aujourd'hui,
on est dans une toute autre situation où la Russie a fait le choix non seulement de l'agression de l'Ukraine, mais de la pression envers les alliés, avec les moyens dont elle dispose vis-à-vis de nous, c'est-à-dire essentiellement l'hybride. Vous voyez la pression hybride qu'exerce la Russie avec des actions à la fois cyber, mais aussi de déstabilisation. Ça témoigne aussi de son incapacité à aller au-dessus et même à atteindre le seuil conventionnel. Donc c'est aussi la preuve de l'efficacité de la dissuasion et défense. Donc la Russie a fait le choix de la pression envers nous et surtout de la guerre et de l'invasion totale, ou une tentative d'invasion totale de l'Ukraine. Donc la situation est complètement différente. Le combat de l'Ukraine concourt à notre sécurité. Je crois que le président Macron en a fait le constat très net dans un discours important qui est le discours de Bratislava, le 31 mai dernier, par lequel la France non seulement se joint, mais se montre pilote du soutien à l'adhésion de l'Ukraine. Aujourd'hui, les nuances entre alliés, vraiment, elles sont assez minimes. Tant que l'Ukraine est en guerre, évidemment, ça n'aurait pas de sens de l'inviter à rejoindre l'OTAN, mais nous, Français, avec beaucoup d'alliés, nous marquons que le chemin d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, aujourd'hui, il est irréversible. Camille Grand, alors évidemment, lors de ce sommet de Washington, qui normalement, à 75 ans, ça se fête et peut-être qu'il sera peut-être pas si joyeux que ça, ce sommet. En tout cas, il sera très important pour l'avenir de l'Ukraine. Il y a évidemment d'autres sujets qui seront évoqués, traités, voilà, avec un thème qui est cher aux Américains, avec une expression très très otanienne qui s'appelle le partage du fardeau. Et c'est encore plus joli quand on le dit en anglais. Burden sharing, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux partage du fardeau qui, en gros, est un terme otanien qui doit exister depuis à peu près 1949, ou à peu de choses près? Oui, depuis presque la naissance de l'OTAN, mais en fait depuis les années 50, c'est-à-dire à partir du moment où les économies européennes ont retrouvé un dynamisme suffisant pour prendre en charge leur propre sécurité, les Américains évoquent périodiquement et beaucoup dans les 10-15 dernières années le thème d'une inégalité d'efforts de défense entre les Américains d'un côté et les Européens de l'autre. Et il faut dire c'est assez juste, parce que c'est vrai que les États-Unis investissent plus dans leur défense, à la fois parce que c'est évidemment le plus gros pays de l'Alliance, mais aussi en pourcentage de leur PIB. Ils ont très régulièrement investi 1 ou 2 points de PIB de plus que leurs alliés européens. Et donc alors, le chiffre clé, c'est toujours 2%. Voilà, il y a ceux qui investissent 2% de leur PIB dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il y a ceux qui font moins, et jusqu'à un temps récent, il y en a beaucoup qui faisaient moins, notamment les Allemands, par exemple. Effectivement, ce débat donc a pris dans les années de 2010 et notamment à partir de la Crimée, une tournure très sérieuse, parce que les Américains finalement disaient avant même la Crimée, mais c'est devenu encore plus fort à partir de 2014, et c'est là que l'engagement des 2% a été affirmé politiquement. Ce n'était plus seulement une sorte de demande polie, de demande polie un peu bureaucratique. C'est devenu une demande politique très forte, évidemment encore plus forte et formulée d'une manière encore plus désagréable à l'époque de Monsieur Trump à la Maison Blanche. Mais et ce qui est intéressant, c'est que les choses ont pas mal évolué depuis 2014 et le sommet du Pays de Galles où cet engagement a été pris, puisque à l'époque, seuls 3 pays étaient à 2% du PIB. Aujourd'hui, les derniers chiffres viennent d'être annoncés, on serait à 23 pays sur 32, ce qui est un vrai progrès. C'est 20 pays qui ont consenti un effort de défense très important, et même dans ceux qui n'y sont pas tout à fait, la plupart font un effort supplémentaire. Donc on a des dépenses militaires en Europe qui sont dans une phase de rattrapage très significative. Les Européens dépensent 100 milliards d'euros
par an de plus que ce qu'ils ne faisaient en 2014. Donc on a une vraie transformation, mais j'ai envie de dire malheureusement cet effort commence seulement à porter ses fruits. D'abord parce qu'il a parfois été tardif. L'Allemagne vient seulement d'atteindre les 2% par exemple, il consiste encore à plutôt rattraper la faiblesse de l'investissement militaire des Européens avant de produire des effets sur l'augmentation réelle des capacités militaires. Donc on est dans une phase de remontée en puissance de l'effort de défense, remontée qui est tout à fait significative et qui vient peut-être pour la première fois depuis très longtemps rééquilibrer un petit peu justement ce fameux fardeau entre les Américains et les Européens. C'est d'autant plus important qu'il faut avoir en tête que les Américains ne jouent plus dans l'OTAN le rôle qu'ils jouaient pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, il y a eu jusqu'à 430 000 soldats américains en Europe. Les Américains étaient un élément essentiel de la défense de l'Europe. Ils le sont encore, mais leur présence militaire en Europe s'est considérablement réduite après la guerre froide, n'a pas beaucoup augmenté avec l'Ukraine. On est aujourd'hui avec une présence américaine, suivant les moments, les exercices, qui se situe entre 85 000 et 100 000 hommes. C'est une présence significative, mais qui n'en fait pas l'armature des armées de l'OTAN en Europe. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est une évolution et une forme de rééquilibrage, avec une OTAN qui devient progressivement plus européenne et avec des Américains qui, même au-delà des débats politiques dans la famille républicaine, sont aujourd'hui davantage préoccupés par l'Indo-Pacifique, également avec des ressources contraintes et également avec des débats intérieurs qui doivent inciter les Européens à faire davantage et à prendre davantage en charge leur propre sécurité. C'est un des enjeux du sommet de Washington et au-delà. Alors, ce troisième thème du sommet de Washington, vous l'avez déjà évoqué, Camille Grand, c'est un peu l'avenir de l'OTAN. Et vous avez souligné que, évidemment, les Américains regardent un peu plus aujourd'hui du côté de l'Indo-Pacifique que de l'Europe, qui n'est plus leur priorité. Alors, on parle évidemment, et on va dire un mot sur l'élection possible ou non de Donald Trump. Mais Donald Trump ou pas, ce regard des Américains et cet intérêt des Américains vers l'Indo-Pacifique, il est bien antérieur même à la première élection de Donald Trump. Absolument, c'est Barack Obama qui avait parlé de pivot vers l'Asie. À l'époque, ça s'était pas beaucoup concrétisé, mais maintenant, je pense qu'on peut dire que ce pivot est effectif. C'est sans doute un des points de politique étrangère et de politique militaire où il y a une sorte de consensus à Washington. La priorité à la menace chinoise et la priorité à l'Indo-Pacifique est très claire, à la fois dans l'investissement de défense américain, dans les priorités stratégiques américaines, et la guerre en Ukraine n'a que partiellement changé cet état de fait. Et donc je crois que c'est important pour les Américains et pour les Européens de penser ensemble ce que veut dire une OTAN dans laquelle il y a un peu moins d'Amérique et où les Européens sont beaucoup plus responsables de leur sécurité. Il faut préserver le lien transatlantique, c'est important, mais il faut que les Européens soient davantage capables, en particulier de réagir aux crises sans se remettre à l'allié américain comme étant la garantie non seulement ultime mais immédiate de sécurité. Et c'est une révolution un petit peu culturelle pour l'OTAN et pour les Européens qui n'ont pas eu l'habitude d'être la priorité numéro 2 des Américains. Et aujourd'hui, c'est vraiment clair que ça n'est pas l'Europe n'est plus la première priorité stratégique américaine. Alors c'est vrai que sur les 32 pays membres de l'OTAN, je suis en train de faire un petit calcul dans ma tête, 29 pays europééens. J'ai laissé de côté les États-Unis, le Canada et la Turquie. On doit arriver à 29, si je ne dis pas de bêtises. Les Turcs se voient comme un pays européen dans cette. C'est un autre débat. mais évidemment, avec 29 pays européens, évidemment, ça change quand même la donne par rapport à 1949 où il n'était que 10. Effectivement, il y a le poids des Européens numériques est devenu plus important dans l'alliance. Il y a 23 pays qui sont membres de l'Union européenne, ce qui est aussi une dynamique importante qu'il faudra à un moment ou à un autre prendre en compte. L'entrée de la Finlande et de la Suède
de ce point de vue-là, européanise encore davantage l'OTAN, puisque la région du Grand Nord, qui était où il y avait plutôt des pays qui n'étaient pas membres de l'Union européenne, maintenant est aussi avec les Suédois et Finlandais, devient aussi une zone où l'Union européenne est très fortement présente. Donc on est vraiment dans quelque chose d'intéressant. Où les dynamiques et les équilibres au sein de l'Alliance bougent marginalement, mais c'est assez perturbant pour un certain nombre d'alliés qui ont finalement l'habitude et le confort d'un système dans lequel les Américains pesaient 60 ou 70% des dépenses, apportaient l'essentiel des capacités, etc. Ça ne sera pas forcément le cas demain. Alors c'est le fameux, vous évoquez le fameux parapluie américain. Ça perturbe des Européens. On pense évidemment aux pays d'Europe centrale et orientale, de l'Estonie jusqu'à la Roumanie. Mais est-ce que ça perturbe aussi d'autres Européens? Je pense par exemple à l'Allemagne, qui n'a pas toujours fait l'effort de défense auquel on pouvait s'attendre de la part d'un grand pays européen comme l'Allemagne, pardon. Alors je laisserai sans doute Muriel Domenach compléter vu des Verts, si j'ose dire. Mais de mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est que chaque pays doit aujourd'hui réfléchir à comment est-ce qu'il structure sa politique de défense et finalement comment est-ce que la relation avec les États-Unis, qui reste importante pour chacun de nos pays, et l'OTAN, qui reste essentielle pour la sécurité de l'Europe, vont évoluer. Et c'est ça. Il y a un certain nombre de pays qui sont un peu tétanisés à l'idée notamment d'une élection de Donald Trump qui viendrait bousculer les fondamentaux. On sait que Donald Trump n'a pas pour l'OTAN une affection particulière. Et pas vraiment une grande tendresse. Hein. Voilà. Et dans son expression, en tout cas de campagne, il a eu des mots qui sont franchement même malheureux quand il a expliqué que il ne défendrait pas un allié qui ne payait pas sa quote-part, avec une espèce de conception un peu bizarre de ces fameux 2%, comme si c'était si on le dit gentiment, une cotisation à un club de golf. C'est vraiment un sujet qui perturbe pas mal d'alliés, mais bien sûr, on ne peut pas dire ce que sera l'administration Trump. Est-ce qu'on aura ce qui s'est passé dans sa précédente élection ou une variante plus préoccupante? Moi, je penche plutôt pour la deuxième solution, et donc ça amène vraiment à s'interroger sur comment est-ce que l'OTAN fonctionne, sans doute avec des États-Unis moins engagés, et j'ai envie de dire même si Joe Biden était réélu, pour toutes les raisons que je disais tout à l'heure. Alors, la première élection de Donald Trump, et pour l'instant la seule, on a pu l'apercevoir aussi comme quelque chose de positif, parce que ça a mis un peu les Européens au pied du mur, et ça les a aidés à prendre conscience qu'effectivement, les Américains n'étaient pas là forcément éternellement, et donc il y a eu une prise de conscience de l'importance du pilier européen de l'OTAN, voire de l'autonomie stratégique européenne, un terme cher à Emmanuel Macron. Alors, qui veut rebondir sur ce thème? Est-ce que finalement, la première élection, pour l'instant la seule de Donald Trump, elle a été un peu positive pour les Américains? Muriel Domenach ou l'amiral Henry Schrick? L'amiral Henry Schrick. Et vous aurez la parole aussi. Je ne vais pas répondre directement à votre question, mais je voudrais rappeler deux, trois points, si vous le permettez, qui me semblent importants. Muriel Domenach a évoqué tout à l'heure l'Union de l'Europe occidentale, 1948, un an avant le traité de Washington. Il est important de conserver à l'esprit que la notion de défense collective, ou la défense collective, est vraiment dans l'ADN des Européens. Et ça, avant même de parler de pilier européen, ça me semble quelque chose d'important et qui doit nous permettre de rester optimistes. La deuxième chose, et qui va avec ça, c'est qu'avec l'arrivée de la Suède et de la Finlande, nous avons deux pays contributeurs nets à la sécurité collective qui ont rejoint l'Alliance. La Suède et la Finlande. Oui, Suède et Finlande, oui. Ça, c'est pour ce que je vais appeler le pilier européen, l'état d'esprit européen. L'autre chose qui est importante également et qui est à un niveau plus politique, c'est un autre article du traité de Washington, qui est l'article 4, qui traite de la consultation. Ça, c'est quelque chose que nous devons conserver impérativement vivant, quels que soient les chefs d'État et de gouvernement en place. Donc, une vraie priorité. Et enfin, un point que nous n'avons pas abordé depuis le début et qu'il me semble important de rappeler, c'est que on a beaucoup parlé d'Europe, mais également un lien transatlantique au sein de l'Alliance, qui est le lien avec le commandement suprême allié pour la transformation, qui est à Norfolk aux États-Unis, et commandement suprême allié, qui est un Français, qui est un officier général français, et qui contribue là aussi directement aux réflexions sur l'avenir de l'Alliance, aux réflexions sur l'évolution de l'Alliance, sur les capacités futures de l'ensemble
de l'Alliance, et ça c'est capital. C'est une autre façon d'apporter de l'Europe, si j'ose dire, au sein de l'Alliance, et ça pèse un poids considérable. Camille Grand, on peut annoncer, c'est pas encore tout à fait officiel, mais ça l'est pratiquement. L'OTAN va avoir un nouveau secrétaire général. Alors, il se trouve que c'est un Européen très convaincu, puisqu'il s'agit d'un Hollandais. Alors effectivement, pour succéder à Jens Stoltenberg, qui est un ancien Premier ministre norvégien qui aura été secrétaire général de l'OTAN pendant un long mandat de 10 ans entre 2014 et 2024, les Alliés ont choisi Mark Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais, qui a plusieurs caractéristiques. Évidemment, c'est un atlantiste convaincu, mais c'est aussi un Premier ministre qui est issu de l'Union européenne. C'était une chose à laquelle le président Macron en particulier était très attaché, parce que Rutte va apporter sa connaissance de l'Union européenne et sa fibre européenne dans une organisation où les pays de l'Union européenne sont au nombre de 23 et où depuis un moment il n'y avait pas eu de secrétaire général issu de l'Union européenne, et même le prédécesseur de Stoltenberg était un ancien premier ministre danois, Rasmussen, donc un pays qui avait des réserves sur l'Europe de la défense. Donc c'est un changement significatif qui va être important dans la phase actuelle, et avec un Premier ministre qui a eu un long mandat de Premier ministre et qui donc va aussi être très à même de travailler avec tous ses pairs, les premiers ministres et présidents de l'Alliance Atlantique. Très bien. Merci beaucoup, Camille. Muriel Lemenac, la première élection la seule de Donald Trump jusqu'alors, est-ce que ça a été, oui, il peut y voir un côté positif parce que ça a obligé les Européens à prendre conscience un peu, que les Américains seraient pas là tout le temps? Moi, je suis partagée sur cet argument. C'est juste une question, hein. Honnêtement, je suis partagée. D'abord parce que tactiquement, je suis pas sûre que on ait intérêt à dire un peu brutalement, nous qui avons une dissuasion indépendante à nos partenaires et alliés. Vous savez, les Américains seront plus là, on vous l'avait bien dit, etc. À chaque fois qu'on dit, on l'avait bien dit en diplomatie, ça marche pas tellement. Ça fait référence à la fameuse arrogance française, c'est ça, non ? En tout cas, je vous le dis, techniquement, ça marche pas tellement de dire on vous l'avait bien dit. Et sur le fond, on a intérêt à une administration américaine prévisible, professionnelle, soucieuse des affaires du monde, des enjeux globaux, et y compris pour la sécurité européenne, qui maintiennent non seulement des capacités face à la Russie, mais surtout une volonté politique d'agir face à la Russie. Et je dirais que le plus inquiétant dans la perspective ou l'hypothèse d'une présidence Trump, c'est pas forcément qu'ils retirent les forces américaines d'Europe. De toute façon, comme le disait Camille Grand, elles ont déjà pas mal baissé. Hein. On était à plus de 400 000 pendant le pic de la guerre froide. On est à environ un peu moins de 100 000. Mais c'est surtout la volonté. Vous savez, une menace, c'est une intention et des capacités. Une capacité de dissuasion et de défense, c'est des moyens militaires, mais aussi de la détermination. Et l'hypothèque que fait peser Donald Trump sur l'Alliance, finalement, c'est non seulement son raisonnement transactionnel, s'il paye pas, je les protège pas, mais aussi cette forme de fascination de la mouvance d'extrême droite américaine MAGA, Make America Great Again, pour la Russie. Et dans l'hypothèse d'une administration Trump 2, c'est ce qui inquiète en fait le plus, c'est-à-dire non pas que les Américains n'aient plus les moyens en Europe pour défendre l'Alliance, mais qu'ils n'en aient plus la volonté. Et donc nous aussi, nous avons intérêt à des Américains engagés dans les affaires du monde. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est qu'on ne fera pas rester les Américains en leur disant « Que serions-nous sans vous ? Regardez comme on est faible, on est des losers, etc. » Et là, il y a une différence, si vous voulez, entre la perception française sans arrogance et celle de plusieurs alliés. En gros, tout le monde a compris, depuis la première présidence Trump, que les Américains étaient peut-être moins prévisibles qu'auparavant, et tout le monde a compris, et depuis longtemps, qu'ils ont un défi à la fois militaire et géopolitique considérable en Asie.
mais on les fera rester et surtout on les convaincra qu'on est des partenaires si on fait plus pour notre défense, et c'est donc mon mot de conclusion. Dans toutes les hypothèses, on doit prendre davantage de responsabilités et de souveraineté européenne dans l'intérêt général. Alors, on va parler en conclusion de la présence de la France au sein de l'OTAN, parce qu'elle est bien particulière, mais je vous pose une question un peu de pré-conclusion. Est-ce que l'OTAN pourrait survivre sans l'Amérique? Alors vous êtes trois, qui veut répondre? Camille Grand, Muriel de Menac, l'amiral Henri Schrick, qui veut répondre? Je veux bien tenter. Je veux bien tenter le regard extérieur maintenant que je suis du côté de la recherche. Non, l'Amérique fait partie, la relation transatlantique et donc l'engagement de l'Amérique fait partie de l'ADN de l'OTAN. Donc c'est évidemment une OTAN très différente dans une hypothèse à laquelle je crois pas vraiment, mais une hypothèse extrême dans laquelle l'Amérique se retirerait complètement. Une fois qu'on a dit ça, il peut y avoir une évolution dans laquelle on garderait ce qui fait la force de l'OTAN, c'est-à-dire notamment ses structures militaires, ses capacités de décision, son habitude de pratique politique et militaire, et son expertise dans la défense de l'Europe, la planification de défense, avec beaucoup moins d'Amérique. C'est une hypothèse possible, qui n'est pas forcément souhaitable, mais qui est quelque chose qui va peut-être se produire sous une forme douce avec une administration Biden qui aurait des priorités ailleurs, ou sous une forme plus brutale avec une administration de Trump. Donc moi je ne crois pas que l'OTAN disparaisse si demain les États-Unis s'en désintéressent. Je pense que l'OTAN, en revanche, se transformera de manière, dans ce cas-là, assez profonde, parce que ce serait une OTAN plus européenne, une sorte d'OTAN un petit peu 3.0, qui serait assez différente de l'OTAN de la guerre froide, mais aussi assez différente de l'OTAN de l'après-guerre froide. Un petit mot de l'amiral Henri Schrick. Oui, en fait, je ne crois pas à un retrait américain, si vous voulez. Et je pense qu'il est important de le rappeler. C'est une sorte d'épouvantail que les uns et les autres animent. Qu'est-ce qui pourrait fragiliser l'OTAN demain? C'est pas seulement les Américains d'ailleurs, c'est toute imprévisibilité des différents pays, que ce soit les États-Unis, comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, ou je ne sais quoi. L'imprévisibilité est aujourd'hui la seule chose qui peut miner la crédibilité de l'OTAN en tant qu'alliance. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure cette affaire de crédibilité des plans opérationnels, crédibilité du processus décisionnel, etc. Alors, je voulais terminer sur un mot bien précis, c'est la place de la France dans l'OTAN. Elle a beaucoup évolué. Vous l'aviez rappelé, Muriel de Menac. Voilà, le siège de l'OTAN, il a été en France. La France s'est éloignée de l'OTAN. Elle est revenue depuis 2009 au commandement militaire intégré. Elle a une position originale, la France, une armée opérationnelle aux multiples compétences, la dissuasion nucléaire, c'est pas négligeable. Quelle est la place de la France de l'OTAN et comment elle est perçue au sein de l'OTAN par les différents alliés? Ce sera un peu le mot de la fin. Je dirais que la France, c'est 4 choses importantes pour l'OTAN. D'abord, un membre fondateur et même, d'une certaine manière, le fait générateur de l'alliance transatlantique, c'est le débarquement sur les côtes françaises. Donc, un membre fondateur et qui a toujours été au rendez-vous de la solidarité alliée. Rappelez-vous le général de Gaulle pendant la crise des fusées à Cuba. Deuxièmement, un allié doté de l'arme nucléaire, même si nous ne participons pas aux arrangements techniques nucléaire de l'OTAN, notre dissuasion contribue à la sécurité de l'Alliance. Troisièmement, un allié responsable en termes de présence sur tout le flanc oriental et très capable avec un effort de défense qui est reconnu. On dépense 2%, mais surtout 2% utile, avec un tissu, un outil industriel complet. Et quatrièmement, c'est un allié qui est spécifique en ce que, même réintégré dans la structure militaire de l'OTAN, il n'est pas aligné. Ce qui veut dire 2 choses. D'abord qu'il nous arrive de dire non. Il nous arrive de dire non, encore aujourd'hui. Et quand nous disons oui,
nous ne le disons pas pour faire bien ou pour être bon élève, mais parce que nous sommes convaincus. Et typiquement, l'évolution qui a été la nôtre sur l'Ukraine, elle a beaucoup pesé parce que nous emportons avec nous notre capacité d'appréciation autonome et une voix dont on sait qu'elle apporte en termes de capacité, d'appréciation autonome comme je le disais, mais aussi que nous ne sommes pas a priori convaincus. Et donc c'est ce qui nous permet d'avoir un poids, je crois, cette spécificité. Muriel Domenach, Madame l'ambassadrice, Amiral Henri Schrick, Camille Grand, merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur les défis qui attendent l'OTAN. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICODE. Et en attendant, c'est à vous de penser stratégique. Au revoir.